Maître Landry Couillot, conseiller juridique, aujourd'hui, la protection des personnes vulnérables en droit du travail. Nous allons donc évoquer le droit du travail. On reste toujours dans cette mouvance de célébration du droit du travail. Oui, le mois de mai, consacré bien sûr à cette activité si particulière, oui. Spécialement à ces personnes que l'on désigne par le terme de travailleurs, oui. et qui sont en réalité le moteur de la société et qui mériteraient bien sûr de notre part, de la part des gouvernants, mais de toute personne, le maximum de respect, parce que sans eux, il n'y a pas production ni productivité. Il a commencé. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Alors, qu'est-ce que c'est que le droit du travail? Alors, le droit du travail, c'est l'ensemble des règles à caractère juridique qui organisent les relations individuelles et collectives entre les employeurs et leurs employés. Voici la définition scientifique et juridique du droit du travail. En d'autres termes, c'est comment est-ce que vous accédez à un emploi, comment est-ce que vous travaillez au sein d'une entreprise et comment est-ce que vous pouvez sortir de cette relation, de cette entreprise-là, tout en préservant les droits et la dignité qui vous reviennent. J'ai envie d'ajouter, comment est-ce que l'entreprise me traite? Absolument, absolument. Parce qu'en réalité, le droit du travail est un droit qui est formulé, qui est créé pour le travailleur. Travailleur salarié subordonné s'entend. Et nous allons bien sûr, certainement dans votre questionnaire, essayer de comprendre ce pourquoi est-ce qu'une telle disposition, un tel droit est créé, parce que la création du droit du travail est assez nouvelle. Vous comprenez, ça ne date pas de plus de 400 ans, 200, 300 ans maximum, et une histoire douloureuse. Le droit du travail s'est créé, s'est forgé à la sueur, au sang de catégories de personnes qui, dans leur rapport avec la société, étaient appréciées comme des gueux, des personnes sans importance, et qui ont dû se battre, ont dû crier pour se faire entendre et ont dû payer de leur vie pour obtenir des choses qui nous paraissent aujourd'hui si évidentes, et pourtant. Eh bien, c'est ce qui aussi a conduit à légiférer pour encadrer le travail? Absolument, absolument. Vous savez, à une certaine époque, les gens on pouvait prendre n'importe qui pour travailler dans n'importe quelles conditions. Il suffit de lire le livre de référence que j'adore, que j'ai lu à plusieurs reprises, Germinal d'Émile Zola, pour se rendre bien compte de combien de fois travailler est une chose pénible. Pénible pourquoi? Parce que le travail vous met dans une relation de pouvoir où il y a une personne qui détient le capital, les moyens de production, et il y a vous qui avez besoin de gagner votre pain, votre vie, et qui, ayant quelques spécialités acquises, soit par formation ou par l'apprentissage, aura donc à exécuter une tâche spécifique par jour, afin qu'à la fin du mois ou dans une période bien déterminée, vous obteniez quelque chose. Mais ce quelque chose-là, il est juste pour vous permettre de survivre. Jamais le salaire n'a permis à qui que ce soit de s'anoblir. Le salaire, il est formulé, il est conçu, il est calculé de sorte que vous sachiez, vous soyez en capacité de satisfaire à vos besoins primaires. Manger, se loger, encore même se loger, mais dans quelles conditions? À pression, la majorité des travailleurs et les conditions de vie de ceux-ci, que nous nous rendrons compte que le travail, tel que le définissent les Grecs, c'est vraiment une épreuve de souffrance, de douleur, tragos, souffrance, épreuve, torture pour le corps, pour l'âme, pour l'esprit. Et lorsque les conditions de travail sont abusives, lorsque l'employeur, le patron, le fameux patron s'inscrit dans une démarche de rapport de pouvoir et non de relation d'autorité, on se rend bien compte qu'il y a la nécessité, cette fois-ci, de pouvoir d'engager les hommes politiques afin de pouvoir encadrer ces relations de travail pour garantir un minimum de dignité à ceux qui sont les plus faibles dans cette relation. On parlera bien sûr de ces personnes vulnérables. Qui sont-elles? Mais lorsqu'on met en place le droit du travail, est-ce un droit de protection du travailleur au détriment de l'employeur? Non, ce n'est pas un droit qui est établi au détriment de l'employeur. Bien au contraire. C'est un droit qui est établi, certes, protecteur du travailleur salarié subordonné, mais qui engage l'employeur à agir avec pleine connaissance et pleine conscience de celui qui est en face de lui. Tout à l'heure, je parlais de rapport de pouvoir qu'il faut opposer au rapport d'autorité. Le rapport de pouvoir, dans l'appréciation classique du lien de subordination, qui est si caractéristique du droit du travail et du contrat de travail, fait qu'on considère que le chef d'entreprise, c'est lui qui régente et qui sanctionne. C'est une appréciation traditionnaliste,
dépassé, suranné. Oui. Aujourd'hui, on voudrait que le chef d'entreprise soit un manager, dans le sens où la relation qu'il entretient avec le travailleur, même dans le cadre du lien de subordination, soit une relation d'autorité. Cela signifie qu'il vous traite avec considération. Oui. Cela signifie qu'il manifeste de la responsabilité vis-à-vis de ceux qui répondent de lui. Et cela signifie concrètement que celui-ci vous donne un travail qui est à la hauteur de vos capacités, un travail qui vous anoblit et non pas un travail qui vous avilit. Il vous donne aussi les moyens suffisants en quantité comme en qualité pour exécuter les tâches auxquelles vous êtes commises. Mais aussi, c'est quelqu'un qui vous forme. Il faudrait que le travail que vous exécutez soit un travail qui vous permet de vous épanouir intellectuellement, de vous épanouir psychologiquement, de vous épanouir économiquement et socialement. Mais c'est aussi quelqu'un qui se donne les moyens d'assurer un suivi et un contrôle des tâches que vous exécutez. Si l'employeur n'est pas capable d'assurer ceci, oui, à ce moment, ce n'est pas un employeur qui exécute ou qui permet la bonne exécution du travail dans un lien de subordination, ce qui s'inscrit dans un rapport d'autorité et non pas dans un rapport de pouvoir. On comprend bien aisément que les choses évoluent. Absolument. On n'est plus dans l'Antiquité. Quelles sont les sources de ce droit? Alors, le droit du travail a des sources qui sont des sources nationales et des sources internationales. Mais les sources les plus fortes, celles qui inspirent les sources nationales, sont des sources internationales. Donc, les conventions internationales, les traités et autres que nos États ont ratifiés et qui sont garantis par l'Organisation internationale du travail et le Bureau international du travail, qui veillent scrupuleusement à ce qu'un minimum de droits universel soit accordé à tout travailleur, quel que soit le pays dans lequel il se trouve. On a les sources qui sont des sources nationales, dont la fameuse Constitution, oui, qui permet à tout le monde d'avoir un accès à l'emploi. Pas pour dire que tout le monde peut travailler juste parce qu'il le désire, mais sauf que la compétition soit une compétition qui soit transparente, qui soit juste, qui soit équitable. Il va falloir bien sûr que lorsque vous décidez de créer des postes de travail dans votre entreprise, vous ne le fassiez pas de manière mystique ou de manière occulte. Oui. Cela signifie qu'il va falloir rendre l'offre publique et que toutes les personnes qui répondent au profil soient en capacité de venir compétir. Ça, c'est important. La Constitution vous garantit ça. Et ça, c'est très précieux à le faire. Mais aussi, il y a les sources qui sont des sources législatives. Et la source législative, qui est la pierre angulaire, c'est le fameux Code du travail. On dit Code du travail parce que le texte, il est volumineux. Les articles sont nombreux. Par voie de conséquence, il constitue un véritable livret. Et donc, c'est une loi qui est votée par l'Assemblée nationale et qui va donc déterminer l'essentiel des règles qui vont organiser la relation de travail individuelle et collective. Ça veut dire entre vous et l'employeur, mais aussi entre un groupe de travailleurs et un groupe de patrons, dans le sens où votre droit, par exemple, à faire la grève, est un droit qui vous est garanti, ou un droit à vous constituer en syndicat, est un droit qui vous est garanti. Aucun employeur, quelle que soit la puissance qu'il détient, ne peut empêcher à un groupe de travailleurs d'adhérer ou d'être affilié à un syndicat et de revendiquer choses nouvelles, non pas donc des choses qui ne sont pas acquises au cours dans l'entreprise, dans le cadre de l'exécution de leur contrat de travail, ou de réclamer des choses qui sont évidentes, évidemment établies par la loi, oui, mais que l'employeur réchigne à faire appliquer au sein de l'entreprise. Alors, dites-moi, maître, loin de moi l'envie d'être pessimiste, vous avez évoqué la législation, vous avez évoqué le code du travail, donc, en Côte d'Ivoire. Utopie ou réalité? Non. Sur le terrain. Non, il y a une chose, je rappelle toujours aux uns aux autres, oui, le droit, qu'il soit proclamé de la manière la plus haute possible, jusqu'au 7e ciel, a une réalité qui est palpable, une réalité qui est cuisante. Le droit se conquiert. Que je vous dise que vous avez le droit d'aller à l'école, il va falloir que vous puissiez réclamer cela. Ce droit, oui. Et que vous allez vers ce droit-là. Quand bien même l'on reconnaîtrait, d'un point de vue constitutionnel et législatif, que les travailleurs ont droit à ceci, à certaines protections qui sont des protections formidables, comme le fait que vous ne devez pas souffrir de discrimination du fait de votre âge, du fait de votre état de santé, du fait de vos orientations sexuelles, du fait de votre appartenance ethnique ou bien de votre affiliation politique. Si, à l'occasion d'un abus ou à l'occasion d'une démarche de l'employeur qui piétine ce droit, vous vous taisez, mais vous allez souffrir, bien sûr, de ce déni de votre droit. Pour que ce droit puisse vivre, il va falloir le réclamer. Et lorsque on vous le dénie, vous avez des moyens de recours, soit à l'inspection du travail, même au tribunal du travail. Avant même d'y aller, vous avez les différents représentants du personnel, comme le délégué du personnel ou le représentant syndical, qui sont en capacité de vous permettre de voir que vos droits puissent être
appliquer ou être reconnu. Donc, il est important qu'il y ait cette dynamique-là des uns et des autres, de dire, c'est vrai que j'ai besoin d'un emploi, c'est vrai que je dois nourrir ma famille, mais je ne vais pas le faire en situation d'indignité. Je ne vais pas quand même me coucher. Il y a des personnes, il y a des millions de personnes qui sont mortes pour ces droits-là. Il va falloir au moins les honorer. Il faut prendre conscience qu'on a déjà ces droits. Il faut prendre d'abord connaissance que vous avez vos droits. Oui. Il faut prendre connaissance. Et la loi, le droit ivoirien et partout dans le monde, implique ou engage l'employeur à révéler ce droit-là. Déjà par le règlement intérieur qui établit des règles qui sont tirées du Code du travail. Mais au niveau des responsables des ressources humaines, ils ont une démarche pédagogique vis-à-vis des employés. Ils vont vous dire qu'ils n'ont pas le temps de pouvoir coacher tout le monde, mais ils ont au moins les délégués du personnel, les représentants syndicaux, vers lesquels on va et on les instruit en fonction de la réalité de l'entreprise, de telle ou telle situation que les employés ou le personnel doivent pouvoir savoir, de sorte à avoir des relations de travail intelligentes et juridiquement bien câblées. C'est très important de le dire. Pourquoi? Parce que lorsque vous avez un employé ou un travailleur qui n'est pas suffisamment instruit de ses droits, il est arrivé lui-même à enfreindre ses droits, ou alors à agir contrairement même aux droits du travail. Il va croire qu'il agit bien, alors qu'il agit de manière gauche. Il faut d'abord l'instruire, il faut l'éduquer à cela. Et lorsqu'il est éduqué à cela, il développe une conscience juridique. Et cette conscience juridique partagée au niveau de l'entreprise permet aux uns aux autres de se garder d'agir contrairement à la loi. Je répète tout le temps, quand on est en situation de pouvoir, on est tenté d'en abuser. L'employeur est en situation de pouvoir. C'est lui qui réglemente, qui régente même, et c'est celui qui a le pouvoir de sanctionner. Mais lorsqu'il a ce pouvoir-là, il est tenté à toute fin utile, lorsque cela participe de son propre intérêt, de piétiner vos droits lorsqu'il sait que vous ne le savez pas. Dans le cadre, par exemple, d'une procédure disciplinaire, la loi dit clairement dans l'article 17.2 qu'on ne peut pas vous infliger une double sanction pour la même cause. Mais un employeur peut, pour avoir constaté que vous avez commis une faute, peut vous infliger une mise à pied, et après la mise à pied, parce qu'il n'aime pas votre hôtel, il se dit dans tous les cas, je veux me débarrasser de lui, il va vous licencier. Oui. Double sanction, ce qui est illégal. L'employeur, par exemple, peut décider de vous licencier du jour au lendemain parce qu'il peut se dire que la faute que vous avez commise est une faute lourde. Oui. Et la loi est claire. Dans l'article 17.5, qui dit, avant toute sanction, il va falloir garantir le droit à la défense du travailleur, lequel droit à la défense se manifeste par la réponse à une demande d'explication. Oui. Ça veut dire que l'employeur doit enclencher la procédure disciplinaire en vous servant une demande d'explication. Ben, elle n'est pas forcément faite partout. Bien au contraire, il y a des gens qui se retrouvent à la porte, le pain arraché de la bouche, du jour au lendemain. Ouais. Et on n'a pas pris soin de pouvoir veiller à ce que les différentes démarches soient faites. Lorsque vous avez, par exemple, toujours dans le cadre de la procédure disciplinaire, vous avez affaire à quelqu'un d'analphabète, qui ne sait ni lire ni écrire. Okay. Mais il va falloir que vous puissiez l'instruire sur la procédure. Lui dire, voici vos droits, vous avez le droit de vous faire accompagner par le délégué du personnel. Et il faut même aussi et surtout pouvoir informer l'inspection du travail de ce que vous avez enclenché une procédure, de sorte à ce qu'on puisse veiller à ce que vous respectez la procédure et qu'il n'y ait pas des vices graves. Et ça, c'est le devoir de l'employeur. C'est le devoir de l'employé, c'est le devoir du responsable des ressources humaines, c'est le devoir du responsable juridique en charge ce dossier-là. Il ne s'agit pas de dire « nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ». Il ne s'agit pas de dire « mais c'était à lui de savoir, nul n'est censé ignorer la loi oui. ». Non, il y a la responsabilité de l'employeur d'agir par taboni, c'est-à-dire en bon père de famille. C'est en cela que je parle de rapport d'autorité, d'agir en pleine connaissance et en pleine conscience de celui qui est en face de vous, donc traiter les cas au cas par cas. Si vous avez en face de vous au cadre d'entreprise, vous n'avez pas besoin de le faire puisque sa qualité, son profil impose bien sûr qu'il y a ce minimum de connaissances. Mais lorsque vous avez un ouvrier, quelqu'un qui n'est pas un ouvrier qualifié, qui ne sait ni lire ni écrire, le minimum serait bien sûr, je ne parle même pas d'humanisme, je parle d'équité. L'équité juridique voudrait bien sûr que vous renseigniez cette personne-là parce qu'elle n'est pas censée savoir ça. Elle n'est pas censée savoir ça. Et même certains professionnels ne maîtrisent même pas le droit dans toute sa substance. Encore moins quelqu'un qui est dans une pareille situation. Donc, l'adage selon lequel nul n'est censé se prévaloir de sa propre turpitude est une application qui se fait in concreto en fonction de la situation ou du profil de la personne qui est en face de vous. Alors, on comprend aisément que le droit du travail est bénéfique, bien sûr, pour le travailleur et pour l'employeur. Alors, pour l'employeur, c'est très important dans le sens où cela doit lui permettre de tirer meilleur parti
une meilleure partie, un meilleur bénéfice de son personnel. Lorsque vous avez un personnel qui travaille en toute sécurité, en toute situation d'apaisement, parce qu'on sait qu'on travaille dans un cadre qui n'est pas sauvage, mais un cadre qui est civilisé, puisque le droit vient civiliser les relations entre les hommes. Oui. Ça, c'est la première fonction idéologique du droit et politique du droit, civiliser vos relations. À ce moment-là, vous avez des personnes qui, lorsqu'elles décident de travailler pour vous, donnent le meilleur d'elles-mêmes. Souvent, l'employeur se dit, il sait trop ses droits, il risque d'être un blocage pour moi, quelqu'un qui est constamment en train de contester. Et ça arrive, hein? Non. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que plus il sait, mieux il sait. À ce moment-là, il sait demander, il sait réclamer, il sait revendiquer. Vous savez, on ne réclame pas, on ne revendique pas en entreprise n'importe comment. On ne fait pas la grève n'importe comment. Parce que quand vous savez comment est-ce qu'on enclenche une procédure de grève, vous évitez de commettre les fameuses grèves sauvages. Bien sûr. Vous comprenez? Donc, quelqu'un qui sait et qui sait mieux parce qu'il est formé continuellement au sein de son entreprise est quelqu'un qui est un partenaire pour la direction générale, donc pour l'employeur. Mais si vous craignez de lui permettre d'avoir accès à l'information juridique, à la connaissance et à la culture du droit du travail, vous risquez d'avoir des personnes qui, à l'occasion d'une exacerbation, parce que elles se sentent être flouées dans leurs droits, vont agir mais de manière violente contre vous. Souvent, vous êtes molesté, on a vu des chefs d'entreprise molestés, vous êtes enfermé dans votre bureau, vous êtes menacé de mort, alors qu'ils auraient pu procéder de manière beaucoup plus civilisée, de plus apaisée, s'ils savaient comment s'y prendre. Alors, on va évoquer maintenant des personnes vulnérables. C'est vrai que vous avez parlé tout à l'heure de quelqu'un qui n'a pas toutes ces aptitudes intellectuelles, qui n'est pas allé longuement à l'école. Est-ce qu'on pourrait aussi évoquer dans ce groupe de personnes vulnérables là, des personnes en situation de handicap, par exemple? Mais bien sûr, il y a des personnes qui sont naturellement appréciées, selon Aristote, comme des personnes vulnérables, la femme et l'enfant. La première des choses, c'est qu'on estime que l'individu de moins de 14 ans est un enfant et que celui-ci est exclu du monde du travail. Ce qui fait que le travail des enfants est interdit et qu'il y a une lutte farouche qui est menée par les États à travers le monde, et surtout l'État de Côte d'Ivoire. Oui, chez nous en Côte d'Ivoire, avec ce comité mis en place. L'enfant est exclu du monde du travail. Il faut faire la distinction entre travailler et les différentes tâches domestiques à caractère ménager ou champêtre. Un enfant peut être sollicité à la maison pour pouvoir aider sa mère à faire la cuisine, à balayer, à nettoyer. C'est important pour sa propre éducation. Aux zones rurales, d'accompagner ses parents. Mais ce qui est interdit, c'est qu'on soumette l'enfant à une tâche ou à des missions d'exécution d'une prestation de travail qu'aurait accompli un adulte contre rémunération. Ça, c'est interdit. Surtout lorsque cela va au-delà du cadre familial. La seconde chose, c'est que, en plus de l'enfant, il y a les femmes. Les femmes font l'objet aussi de protection. Pourquoi? Parce qu'elles sont naturellement vulnérables. C'est vrai qu'elles réclament l'égalité. Mais demander à une femme de travailler dans une mine de charbon et autres, elle va vous dire non, ça ne passe pas. Puisque physiquement, c'est une évidence, elles ne pourraient pas tenir. Même si aujourd'hui, elles font des métiers, il y a des métiers d'hommes. D'hommes, et il y a certains métiers où elles-mêmes n'iraient pas. Elles-mêmes n'iraient pas. Autre chose, c'est que, pour le cas, par exemple, de la femme enceinte, qui, depuis toujours, bénéficie de cette protection, on voudrait, par exemple, qu'une femme enceinte qui est dans une situation particulière, parce qu'il y a une excroissance d'hormones, parce qu'elle n'agit pas comme elle agirait normalement, ou communément, ou quotidiennement, doit pouvoir bénéficier d'une véritable protection au point où elle ne saurait être licenciée lorsqu'elle est dans sa période de grossesse, ou même quelques mois après avoir donné naissance à l'enfant. C'est important. Mais notre Code du travail de 2015 est formidable. En ce sens où il prévoit dans les articles 5, 6 et 7 la prohibition, la condamnation du harcèlement sexuel. Alors vous me direz qu'il n'y a pas que les femmes qui font l'objet de harcèlement sexuel. Oui, les hommes aussi. Donc on vient. Sauf que par proportion et historiquement parlant, ce sont les femmes qui sont plus victimes de harcèlement sexuel. Que les hommes. Notre Code du travail n'en parlait pas. Mais cette fois-ci, il en parle clairement en définissant le harcèlement sexuel, en précisant qu'on peut faire la preuve, établir la preuve de l'existence du harcèlement sexuel par tout moyen, et que celui qui s'expose à de telles pratiques peut être sanctionné d'un point de vue disciplinaire, donc voir son contrat de travail être déchiré, licencié, mais aussi au niveau pénal. Et ça, c'est très important parce que ça apporte le maximum de protection aux femmes.
Autre chose, à l'article 3 et 4 du Code du travail, on parle des discriminations. 30 secondes avant de passer à une autre question rapidement. Allons-y, oui. On vous dit par exemple que quelqu'un qui souffre et qui vit en situation de VIH-Sida, ok, c'est quelqu'un qui n'est pas invalide. Oui. Ce n'est pas parce que j'ai le VIH-Sida que je suis invalide. Sauf qu'il y a beaucoup qui ont perdu leur emploi pour ça. Il est vulnérable, psychologiquement, parce qu'il porte cette maladie-là, n'est-ce pas? Et que la société va le regarder différemment, bizarrement. On voudrait bien sûr que ça ne l'empêche pas son embauche et que ça ne justifie pas son licenciement. Pareil pour la personne en situation de handicap qui, lorsqu'elle compétit avec qui que ce soit et qu'elle a le même profil, les mêmes compétences, devait être préférée par rapport à une autre. Donc, du coup, il y a une discrimination positive en faveur des personnes en situation de handicap. Bien sûr. Et on retourne rapidement avec les enfants. Vous avez dit c'est hors de la famille. Et lorsque c'est dans la famille et le parent se dit c'est mon enfant, j'en fais ce que je veux. Ah non, il faut qu'ils comprennent. Oui. C'est vous qui avez donné naissance à l'enfant, mais une fois que l'enfant naît, il ne vous appartient pas, il appartient d'abord à la société. La première des choses. Il appartient d'abord à la société. Donc vous ne pouvez pas disposer de l'enfant. Vous ne pouvez pas disposer de l'enfant. L'enfant est une personne qui est distincte de vous. Il porte certes votre nom. Oui. Vous êtes commis et vous êtes responsable de celui-ci parce que vous lui apportez l'éducation, vous le nourrissez, vous le logez. Mais c'est une personne qui est distincte de vous, une personne humaine dans le sens plein du terme parce qu'elle jouit de ses droits, le temps d'exercer certains droits du fait de son âge. Oui. Mais vous ne pouvez pas disposer de l'enfant au point de soumettre celui-ci à des conditions de travail qui seraient inacceptables. Bien sûr. Alors, 1 minute pour terminer, bien sûr, ce temps d'antenne. Quelles sont les juridictions en charge de son exécution? Rapidement. C'est très simple. Lorsque vous constatez que vos droits sont lésés, piétinés, vous avez le droit de saisir le tribunal du travail, mais bien avant. Il y a un recours qui doit être fait devant l'inspection du travail. C'est un recours obligatoire. Ce recours-là nous permet d'avoir une conciliation. À défaut de conciliation, vous êtes donc donné le droit de saisir le tribunal du travail qui, avant même d'ouvrir le procès et donc le débat contradictoire, va encore tenter une conciliation. Vous allez me poser la question, mais pourquoi tente-t-on de concilier l'employeur et l'employé juste parce qu'on veut garantir l'emploi, juste on veut garantir le pain, permettre à quelqu'un de pouvoir se nourrir. Le but du droit, ce n'est pas de détruire cette relation de travail, c'est de protéger cette relation de travail-là dans le respect des droits et des dignités des uns et des autres. Maître Landry Cuyot, avec lui, on a eu plaisir à échanger sur le droit du travail donc, dans cette émission. Merci. Merci à vous. Et on va encore se retrouver avec beaucoup de plaisir avec d'autres sujets.